Oui, Christian Baranger de l'IRC. Je voulais savoir si dans l'atelier 1, vous étiez posé la question en termes de système de production par rapport à l'attractivité du métier, en sachant que les jeunes, et notamment sur la partie pénibilité du travail, est-ce qu'il y a des études, des choses qui sont faites pour voir quel système de production aujourd'hui veulent les jeunes? Parce que je pense que on l'a vu en France, hein, les nouvelles générations, s'il n'y avait pas eu toute la modernisation, l'équipement, et même des systèmes de remplacement, notamment sur les systèmes d'élevage, il y a beaucoup de jeunes il y a même beaucoup de jeunes qui ont arrêté l'élevage laitier de leurs parents parce que c'était trop pénible. Donc est-ce que dans d'autres pays, ces études sont faites pour voir un peu l'attractivité et le souhait des jeunes en termes de système de production et notamment de niveau d'équipement par rapport à la pénibilité du travail? Oui, Christian, ça marche. Ouais, pour te donner quelques éléments de réponse, effectivement, on a abordé un peu la question de la pénibilité du travail, puis d'un certain nombre de propositions que les jeunes veulent revenir, mais en même temps avec un minimum d'équipement, et puis surtout que la main-d'œuvre familiale, caractéristique essentielle de l'agriculture familiale, dans le processus un peu d'installation, au début, il n'y a pas suffisamment de force de travail, et donc le jeune se retrouve seul, et donc effectivement la question de l'équipement pour améliorer un peu sa productivité et faire face à toutes les tâches se pose. Et un peu le FIDA a insisté, Khadija a insisté là-dessus, en disant il y a aussi une réflexion en amont parce que les jeunes ne veulent pas reproduire les mêmes conditions de travail, et il faut qu'il y ait un minimum. Mais on a dit aussi, nous avons dit aussi au début de séance que malheureusement, assez souvent, cette agriculture familiale, tout son équipement, tous ceux qui fournissent les matériels, ne l'ont pas suffisamment prise en compte. On voit que dernièrement, certains pays comme l'Inde, comme la Chine, comme le Brésil, à réfléchir un peu les outils, les équipements adaptés à des exploitations morcelées, etc., etc. Par contre, on n'a pas raisonné quel système d'activité ou de production serait idoine pour un jeune. De toute manière, ça ne peut être que contextualisé, dans la mesure où toute installation se fait sur un territoire. C'est d'abord la compréhension de la diversité des systèmes de production pratiqués sur ce territoire qui nous sait d'où il vient, va nulle part. Donc l'entrée historique, mais regarder l'agriculture, non pas en instantané, mais de manière dynamique, comment évolue l'exploitation, celle qui est là, d'où elle est partie, qu'est-ce qui se développe, qu'est-ce qui marche bien, moins bien, les jeunes qui s'installent, hors dispositif formel, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui marche bien, moins bien, c'est de comprendre, c'est de diagnostiquer, c'est d'abord de regarder, c'est de repérer les diversités et comment on passe d'un type à un autre et quelles sont les conditions de ces combinaisons. Et derrière, le plus important, tout le monde ne travaille pas pour la gloire, travaille pour un revenu. Et il est où ce revenu? Quels sont les facteurs qui président à son élaboration? Et quid quand ce revenu n'est pas si, ne couvre pas les besoins et comment les gens complètent et l'intégration des autres activités pour intégrer les autres revenus extra-agricoles. Mais par contre, ce qui est important, c'est de connaître ce que veulent faire les gens, ce qu'ils peuvent faire, et de manière progressive, et de raisonner les investissements. Il ne faut pas qu'ils soient surdimensionnés, et il faut que les financements soient adaptés, et il faut qu'il y ait de l'autofinancement, il faut qu'il y ait le fameux starting block dont nous a parlé Pierre Blaise, et puis il faut aussi accéder aux outils habituels du marché de la finance. J'imagine que le deuxième groupe en parle. Donc on a plutôt raisonné sur ça, et on est revenu sur la question cruciale du revenu et de ce qui l'encadre. Quel est le strict minimum et quel est ce qu'il faut. Hier, on nous a parlé d'un SMIC quand on a eu les expériences françaises hier après-midi. Voilà un peu quelques éléments de réponse par rapport à ta question. Merci. Une autre question, une dernière, et ensuite on va passer au deuxième atelier. Ou alors on profite de la transition proposée par Khalid. Bon, ok, je pense qu'on va faire la transition. Alors, le deuxième atelier a travaillé sur une question plus concentrée sur une thématique donc de facteurs de grande difficulté de l'installation, qui est le financement.
Donc voilà, au sein de notre atelier, on s'est consacré à des réflexions sur l'enjeu du financement pour les jeunes en agriculture. Donc on a eu de nombreuses interventions d'acteurs très différents, donc des témoignages de jeunes agriculteurs, des témoignages de représentants d'institutions de microfinance, de témoignages de représentants d'organisations paysannes, et aussi de partenaires techniques et financiers, et aussi de formateurs, enfin vraiment une diversité de points de vue sur cette question-là. On a organisé nos réflexions sur 4 axes. Donc le premier, c'était centré sur les besoins des jeunes pour leur installation et leur stratégie pour acquérir des financements pour ces besoins. Le second axe, c'était la réponse de l'institution de microfinance à ces besoins. Comment est-ce qu'elles perçoivent le jeune en tant que client et comment est-ce qu'elles perçoivent aussi leurs offres de services à ces jeunes. Est-ce que c'est de l'activité commerciale ou plus comme une responsabilité sociale? Le troisième axe, c'était le rôle des partenaires pour faire le lien entre les jeunes et les institutions financières. Et le quatrième axe, le rôle de l'État et des collectivités territoriales. Donc je vais reprendre assez synthétiquement et rapidement les grands points de conclusion qu'on a eu à l'issue des réflexions sur ces 4 axes. Donc sur le premier, sur les besoins des jeunes pour leur installation et sur leur stratégie pour acquérir des financements. Donc ce qui est ressorti, c'est que donc l'agriculture, c'est un secteur très difficile pour accéder au financement, donc en général, et c'est encore plus difficile pour les jeunes, parce que donc on en a un peu parlé hier, mais il y a cette question de l'âge légal, où donc les jeunes déjà, dans de nombreux cas, ne peuvent pas accéder à des crédits, la question des garanties. Mais aussi, il y a des réticences assez fortes, en fait, de la part des jeunes à aller vers les institutions de microfinance. C'est dû aux délais de remboursement qui sont courts, à une volonté aussi d'aller assez progressivement dans leur installation. Et voilà, du coup, ils se tournent très peu, en fait, vers les institutions de microfinance. Du coup, pour financer leurs besoins, donc il y a eu plusieurs voies qui ont été mises en avant dans les échanges qu'on a eus. Donc soit c'est la famille, donc en fournissant de l'argent ou en nature en fait, voilà, ça permet aux jeunes de se lancer, de s'installer. Soit ils développent, alors en parallèle de leur formation ou après, pendant 2-3 ans, d'autres activités, donc soit des activités en lien avec l'agriculture, ils louent des terrains, ils cultivent et ils vendent leur production pour constituer un capital de départ, soit ils achètent des productions qui stockent puis commercialisent, soit ils se lancent dans des activités qui ne sont pas directement agricoles, voilà, de prestation de services. Donc voilà, c'est ce qui est ressorti. Ou alors ils font aussi appel à des systèmes de tontine, d'épargne traditionnelle pour s'installer. Mais donc finalement, ils se tournent très peu vers les institutions de microfinance. Ensuite, donc on est passé au second point de notre réflexion, nos échanges sur la réponse des institutions de microfinance. Donc globalement, en fait, on a vu que il y avait des réticences fortes de ces institutions pour financer les jeunes. Alors des réticences qui sont liées à l'agriculture qui est perçue comme une activité extrêmement risquée et aussi aux jeunes qui sont perçus comme instables. Donc malgré ces réticences, il y a eu des témoignages d'expériences où on a vu des produits se développer pour financer des activités agricoles en zone rurale. Donc ça, on a notamment eu l'expérience du Crédit Rural de Guinée qui a développé des contrats villageois collectifs en fait, qui permettent d'atteindre les zones reculées. Et aussi, je ne détaille pas parce que je pense qu'on n'a pas le temps, mais voilà, ça peut être ouvert à des questions et puis je pense qu'il y aura une synthèse plus précise plus tard. Donc voilà, soit des expériences où des instituts de microfinance développent des produits pour financer des activités agricoles en zone rurale, ou sinon on a eu d'autres exemples d'institutions qui développaient des produits pour financer les besoins des jeunes, mais pas nécessairement dans l'agriculture en fait.
Et finalement, on a eu l'exemple du Burkina Faso sur ce point, avec la Confédération des institutions financières. Mais donc finalement, ce qui est ressorti, c'est qu'il n'y avait pas de produit spécifique pour financer les besoins des jeunes dans l'agriculture. À part peut-être l'exemple du Fonds régional de développement agricole à Madagascar, donc dont on a parlé hier. Et donc finalement, les conditions générales et les taux d'intérêt restent élevés, restent les mêmes que pour l'ensemble du secteur agricole. Et sur ce point, en fait, sur la perception des IMF, a été soulevée la question à la fin de l'accompagnement de l'appui des jeunes qui demandent qu'on traque des crédits. Est-ce que ça doit être internalisé ou externalisé aux institutions de microfinance? Sur le troisième point, sur le rôle des partenaires pour mettre en lien les jeunes et les institutions de microfinance, parce que finalement il y a assez peu de liens entre ces deux acteurs. Il y a eu le rôle que peuvent jouer les organisations paysannes. Donc là, on a eu l'exemple de Moriben au Niger, qui joue le rôle d'intermédiaire en fait entre les institutions, entre la banque agricole du Niger, la Bagri, et ces groupements de ses membres à la base. Et en fait, c'est la fédération qui négocie, donc au niveau de la fédération, les garanties, les taux de crédit avec la Bagri. Et donc ça a permis en fait d'obtenir des taux d'intérêt relativement bas par rapport à ce qui se faisait avant, donc des taux à 10,75% par an. Mais donc finalement, de ces expériences d'organisation paysanne, il n'y a pas non plus de produits spécifiques pour les jeunes. Et au niveau des OP en Afrique de l'Ouest, on a parlé du fait qu'il y avait la mise en place de collèges des jeunes de plus en plus pour faire remonter les besoins des jeunes au niveau des fédérations, au niveau des OP, mais que pour le moment on en était resté à ce point-là en fait, qu'il n'y avait pas eu de développement d'outils, de mécanismes spécifiques. Et ensuite on a donc encore sur le rôle du lien, de qui fait le lien entre les jeunes et les IMF. On a eu une présentation de ce que faisait le FIDA dans ce domaine, donc qui fait l'intermédiaire donc du côté des IMF. Donc voilà, l'idée c'est des activités de sensibilisation des IMF pour leur montrer que les jeunes peuvent être une cible des clients potentiels, renforcement de capacité pour qu'ils aient une meilleure compréhension des contraintes liées à l'agriculture familiale, puisque finalement les agents des IMF sont des agents qui ont des compétences surtout financières, et aussi renforcement de capacité pour qu'ils aient que ces IMF aient une meilleure compréhension des jeunes et de leurs besoins. Voilà, le FIDA dans ses projets aide aussi les IMF à améliorer leur taux de pénétration au milieu rural. Voilà, il y a d'autres activités, et du côté des jeunes aussi, donc le FIDA travaille pour en faire des clients présentables, moins risqués. Il y a aussi un renforcement des capacités, donc formation en éducation, incitation à l'épargne des jeunes, et aussi un travail pour que les jeunes aient une meilleure image des institutions de microfinance. Donc voilà. Et enfin, on a abordé, alors assez rapidement, parce qu'on a été un peu pris par le temps, le rôle de l'État et des collectivités territoriales. Finalement, ça a été assez peu abordé. Il y a quelques points qui sont ressortis des échanges. C'est qu'il n'y avait pas de politique au niveau des États sur ces questions d'accès au financement, et donc encore moins une question d'accès au financement pour les jeunes, et que les organisations paysannes ont un rôle important à jouer de plaidoyer à ce niveau-là. Et on a aussi abordé rapidement la question de la responsabilité des agences de coopération dans cette politique en fait. On a l'impression que c'est en train de changer récemment, mais finalement les agences de coopération restent très réticentes sur les questions des taux d'intérêt bonifiés, sur les questions
de subvention en fait, à ces crédits agricoles et pour les jeunes, et par peur d'introduire des distorsions. Voilà, mais la question a été posée, finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas s'interroger un peu sur cette responsabilité des États, des agences de coopération et des organisations paysannes aussi, pour faire bouger ces éléments-là.